Bonjour, donc je suis Erika Maury, je suis chef de projet Habitat la Construction à Saint-Nazaire Agglomération, donc maître d'ouvrage de l'opération que je vais vous présenter. Et à mes côtés, donc, il y a Pierre Ledoux de Vendredi Architecture, donc, qui est le maître d'œuvre de l'opération. Donc je vais commencer par vous dresser quelques éléments de contexte géographique et politique qui vous permettront de mieux comprendre pourquoi la Carène Saint-Nazaire Agglomération s'est lancée dans cette opération de réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe. Ensuite, je vous présenterai la méthodologie adoptée pour ce projet. Puis Pierre vous présentera le projet architectural. Et ensuite, on vous décrira un peu les effets attendus de l'opération, sachant que l'opération aujourd'hui est en phase conception, elle est en fin d'APD. Le dépôt de permis vient d'intervenir, donc on a encore un petit peu de conception à faire et puis la phase travaux. Alors, quelques éléments de contexte. Je vous repasse rapidement Saint-Nazaire dans son contexte géographique. Vous devez tous connaître Saint-Nazaire, mais j'en reparle tout de même. Donc Saint-Nazaire, c'est une aire urbaine de 130 000 habitants. Et au sein de cette aire urbaine, donc, il y a la Carène, Saint-Nazaire Agglomération, qui comprend 10 communes, soit 110 000 habitants. Et au sein de la Carène, nous avons la ville-centre donc, de Saint-Nazaire, 70 000 habitants. Alors, cette opération se situe dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Le centre-ville de Saint-Nazaire, c'est un centre-ville un petit peu particulier, puisque, comme vous le savez tous, j'imagine, Saint-Nazaire a été détruite à 90% lors de la Seconde Guerre mondiale, donc a été constitue un patrimoine de la reconstruction dans sa majorité. Donc, on est sur une ville sur un centre-ville qui compte 16 000 habitants, dont 9 300 résidences principales, et 60% des résidences principales sont issues du patrimoine de la période 49-67, avec toutes les conséquences en matière thermique, acoustique et accessibilité que vous pouvez imaginer. L'autre spécificité de Saint-Nazaire et de ce centre-ville, c'est qu'on a une prépondérance de l'habitat collectif et de petites copropriétés surtout, c'est-à-dire qu'on a quand même 930 copropriétés sur le centre-ville, soit à peu près 6 000 logements, souvent des copropriétés qui sont avec des cellules commerciales en rez-de-chaussée et qui ont une organisation foncière assez complexe, avec des cours communes, par exemple, qui sont encore en indivision, ou alors des copropriétés qui n'ont pas de syndic. On est aussi face à une population qui est spécifique, puisque c'est une population de centre-ville qui est paupérisée, avec beaucoup de ménages fragiles, donc soit des jeunes très actifs ou inactifs, ou alors des personnes âgées. Les propriétaires occupants, ils sont minoritaires, donc prépondérance des propriétaires bailleurs, qui ne sont pas toujours les plus faciles à activer dans le cadre d'un projet de rénovation globale de copro. Et également un marché du logement qui est extrêmement détendu, avec un prix de vente qui est inférieur au prix moyen de la ville et une vacance très importante. On est sur certains secteurs quand même du centre-ville où on a à peu près 15% de vacances. Alors, tout ce constat a poussé Saint-Nazaire Agglomération donc, à mener une action volontariste de rénovation globale des copropriétés. On en est au tout début, puisque cette action a commencé en 2013 par le plan d'action en faveur des copropriétés. Alors, comment cela a été construit ? Donc, l'objectif était bien la revitalisation du centre-ville et la remise en attractivité de l'habitat du centre-ville, donc prioritairement l'habitat des années 50-70, puisque c'est cela qui le compose majoritairement. Donc, deux outils, on va dire, ont été mobilisés pour engager cette rénovation globale du parc de la construction. C'est le PLH, donc, qui présente un engagement fort en la matière, et le projet centre-ville de Saint-Nazaire, donc piloté par la mairie de Saint-Nazaire, qui propose un projet global de revitalisation aussi bien sur les logements avec le plan d'action en faveur des copropriétés que la Carène pilote, mais également un projet de requalification des espaces publics, de la production, de la construction de logements neufs et un travail sur, en gros, l'aménagement urbain de la ville. Le bras armé, donc pour le volet habitat de cette action-là, de cette action volontariste, c'est le plan d'action en faveur des copropriétés, donc, qui a été délibéré en 2013. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc le plan d'action en faveur des copropriétés, c'est 4 idées fortes. Bien valoriser le patrimoine des années 50-70 et notamment les copropriétés, les cœurs d'îlots. Aujourd'hui, la population de Saint-Nazaire ne reconnaît pas le patrimoine des années 50-70 comme un patrimoine à part entière.
Pour eux, c'est surtout un patrimoine issu d'une fracture historique avec les bombardements. Donc il y a toute une valeur mémorielle effectivement à mettre en avant et puis un vrai caractère patrimonial aussi à démontrer. C'est aussi un patrimoine qu'on connaît peu, notamment le parc de copropriété, donc il fallait l'observer et le contrôler. Pour cela, on s'est appuyé sur une action, sur un dispositif que propose l'ANA, le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque d'autres villes l'ont mis en œuvre. Il fallait également accompagner les copropriétaires pour effectivement leur montrer qu'il était important d'entretenir le patrimoine et de le valoriser, ne serait-ce que pour contrer le vieillissement technique du bâti en lui-même. Et puis la quatrième idée, c'est effectivement, on ne peut pas faire ça que par l'action publique, donc il faut engager des partenariats publics-privés pour effectivement engager cette rénovation, et notamment pour valoriser les ensembles immobiliers. Donc face à ces 4 idées fortes, 5 actions, et parmi les 5 actions, il y avait l'action 2, montrer par l'exemple et le partenariat, et l'opération Le Guérandais en fait partie. Donc je vais passer, après ces éléments très généraux, je vais passer plutôt à l'opération, ce qui nous intéresse tous. Alors le Guérandais, c'est une opération de maîtrise d'ouvrage public pilotée par une direction de la carrière et une direction de l'habitat dont ce n'est pas le métier. Vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça, parce du coup on a une méthodologie qui est assez particulière. Donc il s'agit de restructurer globalement un immeuble de la reconstruction, donc en logement, pour ensuite le remettre sur le marché, soit en accession, soit en locatif, avec un triple objectif, un objectif de démonstrabilité, c'est-à-dire que notre objectif premier, c'est bien de montrer le potentiel que recèle dans la restructuration du patrimoine de la reconstruction, de montrer le champ des possibles. Le patrimoine de la construction a du potentiel. Aujourd'hui, peu de personnes le connaissent. Il faut qu'on le montre, notamment pour que les rénovations puissent s'appuyer dessus pour aller vers une action plus massive. Le deuxième objectif, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, ça passe bien entendu par la sobriété énergétique. Donc on s'est donné un objectif dans le cadre de cette opération de viser le BBC Rénovation. Donc un objectif qui a été renforcé par notre candidature à l'appel à projet Ville de demain, qui est un appel à candidature, un appel à projet porté par la Caisse des dépôts et piloté par le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. L'exemplarité, ça repose aussi sur le respect du patrimoine. On est sur effectivement un patrimoine des années 50-70 qui est riche, notamment qui est un patrimoine de détail. Donc il ne faut pas gommer ces détails effectivement par des rénovations trop radicales. Notamment se pose là derrière la question de l'ITE, bien entendu. Il fallait aussi proposer une certaine qualité d'habitat. On est sur des logements, un habitat où on a un confort thermique qui est assez faible, une acoustique qui est de basse qualité, et également une accessibilité qui n'est pas toujours là. On est sur des immeubles de R+2, R+3 où il n'y a pas d'ascenseur, alors qu'en face de nous, on a une population qui souvent est une population âgée ou une population avec de jeunes enfants. Il fallait également que ce soit exemplaire sur l'organisation juridique et le fonctionnement de la copropriété. Alors ça, c'est plutôt à terme, dans le cadre de l'opération. C'est-à-dire que l'idée qui est derrière tout ça, c'est effectivement de livrer un bien rénové, mais également une copropriété qui aurait un règlement de copropriété adapté et qui fonctionnerait de manière correcte et en tout cas souhaitable pour envisager un entretien sur les 10, 15, 20 ans ou 30 ans qui viennent par la suite. Et l'idée également, c'était de faire un projet partagé public-privé, et c'est là notamment qu'intervient Novabit, comme on le verra après. Troisième objectif, important, la reproductibilité. Il fallait également qu'on ne fasse pas un objet architectural très coûteux, non reproductible par le privé. Bien au contraire, il fallait qu'on ait un objet, une réhabilitation de bâtiments à coût raisonnable, avec un équilibre financier à peu près assuré, qui puisse être reproductible par un investisseur privé, par exemple. Et également d'assurer en reproductibilité également la faisabilité du projet. Notamment les copropriétés, on sait qu'il y a beaucoup de travaux en site occupé, donc il fallait qu'on montre effectivement les travaux en site occupé, c'était possible. Ensuite, il y a également tout le référencement qu'on pourra tirer de cette opération, qu'on pourra qualifier d'opération étalon ou exemplaire par la suite.
Alors, venons-en au fait de l'opération en elle-même. L'immeuble existant, donc c'est un immeuble un peu historique, emblématique de Saint-Nazaire, c'est le Guérandais. C'est un ancien bar-hôtel où notre ancien maire aimait beaucoup aller faire la fête. Donc, ça lui a tenu à cœur quand on l'a acheté. C'est un bar-hôtel qui a été construit en 1956. Donc un vrai patrimoine des années 50, d'une surface de 300 mètres carrés avec des combles généreuses, aménageables et une cave. Alors il faut savoir que quand nous on l'a acheté, il était dans un état proche de l'insalubrité. Un marchand de sommeil y officiait depuis quelques années. Donc on l'a trouvé dans un état assez lamentable. Je vous montre, il y a quelques photos là qui vous montrent l'état dans lequel on l'a trouvé. Bon là le nettoyage avait déjà été fait, mais c'était vraiment dans un état très très insalubre. Alors, la méthodologie de projet adopté, alors, elle est un peu particulière, comme je vous disais, parce que c'est vrai que nous, direction de l'habitat, à la Carène, on ne fait pas d'opération de bâtiment. Donc, on n'a pas d'ingénieur bâtiment, un autre 5 qui peut piloter ce genre d'opération. Moi, je suis urbaniste de formation, donc voilà, il me fallait quand même que je sois accompagnée de gens compétents pour mener cette opération. Donc, on a pris la tâche de Novabit, qui nous a accompagnés en phase pré-opérationnelle dans un objectif de co-construction du projet, pour effectivement qu'on s'assure que le projet intègre bien les préoccupations environnementales, thermiques et acoustiques qu'on s'était fixées. Donc on a fait le choix de recourir à 2 AMO, une AMO conduite d'opération et montage financier qui était assurée par notre SPL local, la SONADEV, et une AMO sur l'acoustique, sur le volet énergétique et sur le coût environnemental global, avec pour objectif de réaliser une ACV, une analyse du cycle de vie du bâtiment, à la fois en phase conception et en phase livraison. Donc avec Novabit et les entreprises qui en sont adhérentes, maîtrise d'œuvre et entreprises, on a coélaboré un cahier des charges de consultation des AMO et de la maîtrise d'œuvre. Donc on a eu plusieurs séances de travail, plusieurs propositions qui ont été amendées et qui ont permis effectivement de faire une consultation partagée. Il faut savoir que tout le long du projet, Novabit est associé, notamment par le biais de visites de chantier, également de ce qu'ils appellent les practicales, c'est-à-dire d'emmener les entreprises et les maîtrises d'œuvre sur le chantier pour qu'ils nous fassent leur retour sur les avantages, les inconvénients, les pour et les contre de l'opération. Alors, cette conception de projet, construction, c'est à la fois dans la phase préparation et dans la phase de maîtrise d'œuvre. Il faut savoir qu'à chaque étape de la maîtrise d'œuvre, aussi bien en phase diagnostique, en phase APS qu'en phase APT, il y a des ateliers collaboratifs qui sont montés et qui viennent en fait amender, compléter les propositions de la maîtrise d'œuvre. Ces ateliers sont composés à la fois de la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, des AMO de la ville et de la ville de Saint-Nazaire et de la SPL. Donc l'équipe retenue pour cette opération, j'ai à mes côtés l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc un représentant qui est l'agence d'architecture Vendredi, donc accompagné d'un économiste, d'un BET fluide, d'un BET structure et d'un BET acoustique. Et en AMO, donc comme je vous le disais, on avait la conduite d'opération assurée par la SPL locale, la SONADEV, en acoustique, LOC-BE et en thermique et en coût environnemental global, Acajou et EVA. Je vais passer la parole à Pierre Ledoux qui va vous présenter les différents scénarios de réhabilitation. Merci, bonjour. Donc nous, on débute les études avec un programme qui est assez ouvert, qui est peu défini, avec comme enjeu principal donc, de remettre l'immeuble sur le marché. Donc on aborde avec une première étape de diagnostic, c'est-à-dire comment on peut intervenir sur ce bâtiment qui constitue le patrimoine, une grande part du patrimoine du centre-ville de Saint-Nazaire. Donc en diagnostic, on propose 3 niveaux d'intervention sur l'existant, en distinguant tout d'abord une réhabilitation uniquement des R+2 niveaux existants, un second scénario qui serait une réhabilitation de l'existant et un aménagement des combles, et un troisième scénario qui prendra en compte une surélévation de cet immeuble pour accueillir des nouveaux logements. Dans chacun de ces scénarios, on a des invariants qui sont comment on fait pour attirer des jeunes ménages dans ces nouveaux appartements, puisqu'on sait que c'est une population qui est sous-représentée dans le centre-ville, donc c'est vraiment l'enjeu de diversification des habitants. Comment on renforce la qualité acoustique et thermique du bâti, donc forcément c'est à la base une rénovation technique, énergétique et acoustique, puisque c'est vraiment la première source de mécontentement des habitants du centre-ville, de ces habitats de Saint-Nazaire, c'est l'acoustique qui est très mauvaise vis-à-vis de l'extérieur et entre espaces intérieurs.
C'est la question du rez-de-chaussée, la surface commerciale qui devra être suffisamment généreuse pour la remettre aussi sur le marché des commerces. Et la question de l'ascenseur qu'on a rapidement abandonné pour des questions techniques et de coûts vis-à-vis de cet immeuble-là en particulier. Donc ça, c'est les invariants. Par rapport aux variantes de ces différents scénarios, on avait, est-ce qu'on garde l'emplacement de la cage d'escalier existante ou non? Donc ça dépendra de comment on arrive à reconfigurer des appartements dans cet immeuble. D'autres variantes selon les typologies des logements. Est-ce qu'on essaie plutôt d'avoir une diversité des typologies ou plutôt tourner vers des acquéreurs ou plutôt des investisseurs avec notamment des T2 ou des T3? Voilà, l'idée d'avoir des pièces communes, des espaces communs à partager en rez-de-chaussée, sur le jardin ou plutôt dans les étages. Et bien sûr, un cadre réglementaire assez contraignant, avec tout d'abord la réglementation accessibilité. C'est compliqué de venir remettre aux normes l'immeuble. Donc nous, on a raisonné avec un plafond que nous donne cette réglementation. C'est-à-dire, voilà, on a les chiffres, là, c'est au-delà de 627 000 €. En l'occurrence, on était contraint de remettre aux normes tout l'immeuble. Donc c'était un peu un plafond dans l'idée de la surélévation. Plus la sismique, qui est une grosse contrainte, puisque bien sûr, il faut qu'on limite les surcharges dans cette idée de la surélévation. Je vais passer rapidement peut-être sur les 3 scénarios, juste pour vous... Voilà, le premier scénario où on venait rénover uniquement les niveaux existants. Donc là, en l'occurrence, c'était un scénario avec des T3, mais on en a fait d'autres en essayant de diversifier un peu les typologies. Dans chacun des scénarios, on essaie quand même d'offrir des espaces extérieurs à chacun des logements, puisque on pense que c'est un préalable pour rendre ces logements attractifs, en tout cas pour accueillir une population nouvelle et notamment pour ces ménages. Dans ces 2 premiers scénarios, on gardait l'escalier existant, mais dans d'autres, on le remplaçait, on le repositionnait. Donc deuxième scénario où on proposait d'aménager les combles, voire de verticaliser la façade sud pour pouvoir offrir des grands balcons. Voilà, sur toute la longueur de l'étage supérieur. Donc on arrivait environ à 500 000 € de coûts de travaux uniquement. Et dans le troisième scénario, qui était la surélévation, donc on arrive à 5-6 logements avec une diversité un peu plus grande des typologies de logements. Et surtout, on arrivait à développer un peu plus de typologies en duplex, qui nous semblait aussi intéressante pour retrouver un peu une image de maison individuelle dans le collectif. Donc 2 scénarios entre 620 et 670 000 dans lesquels on conservait ou on repositionnait l'escalier existant. C'est ce dernier scénario qui a été choisi, avec bien sûr des ajustements en termes de volumétrie, de typologie aussi. On a d'abord argumenté, essayé de voir vers quel scénario on allait se diriger avec les différents partenaires. Donc après, on a les ajustements un peu techniques, de typologie, de surface, des choses comme ça. Alors pourquoi on choisit ce scénario ? Donc là, je passe un peu peut-être aussi rapidement sur les données techniques. On avait 200 m² de surface réhabilitée pour 168 de surface en surélévation, donc pour 3 nouveaux logements. On a un local d'activité en rez-de-chaussée qui fait environ 90 m². Et donc je reviens sur tous les logements qui disposent de balcons ou de terrasses privatives. Donc depuis l'extérieur, on ne les voit pas forcément, mais on vient créer aussi des balcons en intérieur d'îlots. Donc, ce qui permet de répondre à cette question du patrimoine, comment on fait pour... voilà, depuis l'espace public, on arrive à conserver le langage de la reconstruction, mais on arrive aussi à offrir à répondre à la demande sociale en fait, des habitants aujourd'hui, les espaces extérieurs, l'ensoleillement, la lumière. Voilà. En termes techniques, là, on est toujours en fin de phase APD, comme on l'a dit, mais on a un peu figé ces éléments-là. On aurait une chaudière collective gaz, des ballons thermodynamiques donc pour chacun des logements, un niveau acoustique réglementaire, c'est un peu particulier, mais je passe sur cette question, des menuiseries, des volets roulants aluminium, mais c'est toujours en discussion, notamment vis-à-vis de la démarche ACV, par rapport à l'analyse des différents matériaux pour le cycle de vie du bâtiment. Pourquoi la surélévation ?
Nous, on considère que c'est, par rapport à la question de la reproductibilité, ça peut être un plus finalement, puisque le fait de surélever en 1 ou 2 niveaux, ça permet de rendre un peu indépendants les niveaux existants par rapport au niveau en surélévation, puisqu'on peut faire des duplex. Par rapport au potentiel de démonstrabilité, ça nous intéresse par rapport à la restructuration, à la création de surfaces supplémentaires. Ça permet de valoriser un peu ce patrimoine de la reconstruction, de dire qu'il n'est pas figé et qu'on peut venir intervenir voilà, de manière volontaire sur lui. Et aussi, ça permet d'offrir une bonne variété typologique, puisque là, on a un T1, on a des T2, des T3, un T4, avec des grandes terrasses et des configurations atypiques en duplex qui permet de venir attirer une nouvelle population. La surélévation, ça permet enfin de faciliter l'équilibre financier de l'opération par rapport à la vente des logements ou la location des logements en surélévation. Avec toujours comme fil rouge de ne pas dépasser les 2 000 € environ mètre carré pour l'acquisition et les travaux. Quelques images de la volumétrie. Ça a été ajusté un peu depuis, mais on est toujours en cours d'étude. Avec des images un peu des terrasses qu'on offrirait au dernier niveau, dans lequel on peut envisager des vues vers le port, pourquoi pas la mer, à partir du R+3. Une surélévation en ossature bois, toujours pour limiter les surcharges, donc ça sous-entend de travailler plutôt avec un bardage qui est plus approprié à l'ossature bois, mais c'est aussi un bon principe pour le renouvellement urbain et la densification des villes, puisque en termes de chantier, c'est plus efficace, plus rapide, et ça limite les nuisances pour les riverains. Par rapport au logement en surélévation, donc on est en RT 2012, c'est le réglementaire. Par rapport à la rénovation, on va un peu plus loin que la RT existant élément par élément, puisqu'on essaie d'avoir des performances supplémentaires pour s'ouvrir déjà pour le critère de l'exemplarité, mais aussi ça nous aide par rapport au financement disponible. Voilà les images actuelles. Au niveau du planning, donc on a déposé le permis de construire. On envisage un démarrage des travaux fin du premier trimestre 2016 pour une livraison en septembre 2017. Voilà. Alors on va conclure sur l'opération pour revenir sur les effets qu'on attend de cette opération, qui est un peu l'opération étalon pour enclencher une massification de la rénovation globale des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire. Donc le premier objectif clairement affiché, c'était bien de révéler les qualités et le potentiel de rénovation de ce patrimoine, à la fois aux investisseurs privés, mais également aux habitants. L'idée, c'est de leur montrer qu'effectivement, on pouvait exploiter des combles généreux, soit simplement en les aménageant, soit en proposant une surélévation, qu'on pouvait organiser un partage de jardins en cœur d'îlot ou en cour commune, et qu'on pouvait faire ce type d'opération en respectant l'architecture. Vous avez bien remarqué qu'à aucun moment on n'a parlé d'ITE, et pour nous c'était important effectivement de faire cette rénovation en mettant de côté l'ITE qui nous paraissait gommer effectivement les petits détails, les mots des natures qui font la richesse de ce patrimoine. C'est un sujet aujourd'hui qui est très très sensible à Saint-Nazaire. On est en train de travailler sur l'élaboration d'un guide ITE. On espère effectivement par ce biais-là bien encadrer cet ITE. L'idée également c'était de conserver les matériaux originels. Voilà, donc c'était de créer un exemple pour créer cette dynamique de réhabilitation. C'était aussi au niveau thermique de démontrer la faisabilité d'une restructuration d'immeubles de la reconstruction avec un objectif BBC Rénov. Quand on a commencé à travailler sur l'opération, pour nous, cet objectif BBC Rénov nous semblait inatteignable. Et en fait, en y travaillant quelques mois, on a réussi à voir que cet objectif finalement n'était pas si difficile à atteindre. Maintenant, ici on est encore en phase APD. On verra effectivement si à la livraison tel est le cas, mais on est assez optimiste. C'était aussi important pour nous de disposer de référentiels et réhabilitation sur ce patrimoine, notamment sur la question thermique, mais surtout sur la question acoustique. Le problème acoustique, c'est un problème qui revient
de manière très récurrente dans les copropriétés et dans le patrimoine des années 50-70. Et c'est souvent le problème qu'on nous demande de traiter en premier. Nous, on privilégie l'approche globale, bien entendu, hein, comme il se doit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment y porter une attention très très forte. Et le quatrième effet attendu, c'est effectivement d'en faire une opération de référence dans le cadre d'une opération de portage foncier public plus large qu'on pourrait imaginer et qui depuis lors donc, a été élaborée. Faut savoir qu'aujourd'hui, à Saint-Nazaire, la Carène a délibéré une concession d'aménagement, concession immobilière d'aménagement qui prévoit la réhabilitation de 10 immeubles de la reconstruction sur ce modèle-là, sur une période de 15 ans. L'idée, c'est effectivement toujours l'exemplarité et produire l'effet d'entraînement auprès du porteur de projets privés et auprès des copropriétés. Voilà. Merci. Non. Ah non, j'en ai un dernier. Rapidement alors. Un petit dernier pour la route. Oui, alors à terme, puisque bon, notre sujet c'est bien la copropriété à la direction de l'habitat qui est importante pour nous, c'est effectivement, aujourd'hui on est face à des copropriétés qui sont désorganisées, qui fonctionnent très mal. Donc cette opération pour nous c'est aussi l'occasion de montrer quelles sont les bonnes pratiques en matière de copropriété. Donc pourquoi pas mettre en place un règlement de copropriété adapté et puis d'offrir des conditions favorables au bon fonctionnement de la copropriété à travers un syndic bénévole, professionnel, le former, pourquoi pas, la tenue d'AG régulière, la mise en place de fonds de travaux pour prévoir l'entretien pour les années futures, et puis la mise en place d'un carnet d'entretien. Voilà, cette fois-ci j'en ai fini. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut l'applaudir. Oui, on peut les applaudir. C'est gentil. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Oui. Le micro arrive. Valérie Richebrac, architecte des Bâtiments de France. Je voulais savoir si vous aviez un document. Le plus ne définit pas de vélum. Parce que là, vous parliez d'une typologie d'architecture de la reconstruction, et là, vous explosez complètement le vélum. On est sur le PLU. Enfin, Bénédicte, tu pourrais répondre mieux que moi, puisqu'elle est présente ici, la maire de Saint-Nazaire, directrice de la PUH. Mais dans le PLU Saint-Nazaire, effectivement, il y a une étude patrimoine qui avait été réalisée, qui définissait les typologies et qui mettait en avant quel type de détails, quel type de détail architectural qu'il fallait conserver à tout prix pour conserver les caractéristiques du patrimoine de la reconstruction. Donc, alors nous, effectivement, on s'est permis, comme vous dites, de mettre à mal le vélum, parce qu'en fait, on est sur une situation urbaine qui est un peu particulière, on est sur un bâtiment d'angle, et on se disait effectivement que d'offrir une surélévation sur un bâtiment d'angle, qui est un peu, on va dire, un contexte urbain particulier, ne mettait pas à mal l'insertion urbaine du projet, au final. Alors après, je ne sais pas quels sont vos avis sur les esquisses, les visuels qu'on vous a présentés, mais nous, ça nous semblait effectivement assez approprié. En tout cas, ça a été reçu très favorablement par l'ensemble des partenaires. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais une question technique, puis une question plutôt culturelle et architecturale. Bon, c'est vrai que la question technique, c'est est-ce que vous avez fait des reconnaissances de fondation au point de vue structurel? Est-ce que vous pouvez redescendre des charges jusqu'en bas? Parce que c'est vrai que les surélévations nous font toujours très envie, mais souvent on bute sur cette question de descente des charges et de tenue structurelle du bâtiment existant. Et c'est vrai que la deuxième question, c'est la question culturelle et architecturale. C'est un petit peu déroutant votre projet. Moi, je le trouve assez beau, mais un petit peu effectivement déroutant. Et si vous continuez comme ça, c'est vrai que ça fait une autre image de la ville, qui est assez éloignée de son image première, mais bon, qui est une autre image qu'il faut peut-être accepter. Alors par rapport à l'aspect structurel, donc on travaille avec des ingénieurs structures. On a déjà réalisé un diagnostic des structures existantes. Donc c'est ce qu'on fait en général quand on intervient sur un bâtiment existant. Voilà, on fait des sondages pour vérifier la tenue des structures existantes. Donc ça c'est un premier temps. Et deuxième temps, on fait tout pour limiter au maximum les surcharges. Donc on a un maximum de 10% de surcharge admissible, au-delà desquelles on doit rendre tout l'immeuble réglementaire en termes sismiques.
Donc là, on se trouve en dessous, malgré les surfaces proposées, puisqu'on est en ossature bois, ce qui est une structure légère. Quand on prend en compte le poids total existant du bâtiment, on est en dessous de ces 10%. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis, voilà, au niveau structurel aussi, après, on fait au plus rationnel, on tente, on arbitre entre l'effrangement des porteurs intérieurs et la qualité des logements. Voilà, c'est des arbitrages qu'on a entre nous pour l'aspect structurel, économique, de qualité des logements et de rationalité de descente de charge. Et par rapport à la question plus architecturale, alors nous, on a répondu voilà, en écartant, on l'a quand même testé dans les calculs avec le thermicien, mais on a écarté l'isolation thermique par l'extérieur, puisqu'on considère qu'en effet, c'est un patrimoine qui est reconnaissable à Saint-Nazaire, qu'il faut le conserver. Voilà. On conserve aussi cette corniche qui fait le lien entre les 3 niveaux de l'existant et de la surélévation, voilà, qui en débord. Nous, on vient construire volontairement un peu en retrait pour bien dissocier ces 2 époques, et on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on a envie de conserver cette image de patrimoine à Saint-Nazaire en l'état, uniquement, je ne sais pas, en faisant un travail de rénovation thermique intérieure ou extérieure, bien que ça peut poser question, mais aussi en termes de couleur, parce qu'il y a un vrai travail de colorimétrie qui a été mené à Saint-Nazaire. Nous, on pense qu'en tout cas ponctuellement, on peut essayer d'aller un peu plus loin pour montrer que ce n'est pas un patrimoine figé et qu'on peut proposer des logements en renouvellement urbain, en plus de ceux déjà existants. Merci. On va s'arrêter là. Il y a aussi la question de la lecture de l'architecture à partir de l'échelle humaine. Parce que sur un espace public immense, oui, on a la lisibilité de cette architecture, mais à l'échelle du boulevard ou de la rue, à 9 mètres de haut, on s'arrête à la lecture de l'essentiel de l'architecture, de la reconstruction. C'est vrai que la situation particulière du bien, là, qui se situe au croisement de 2 avenues qui sont quand même assez généreuses, permet ce genre de projet. Ce n'est pas un projet effectivement qu'on pourrait voir se développer sur un immeuble mitoyen au sein d'une séquence urbaine. C'est moins imaginable. Merci. Excusez-moi, je voudrais savoir comment la population a réagi, parce que c'est vrai que dire on a le droit de le faire dans l'angle et on ne donnera pas le droit de le faire ailleurs, c'est pas forcément facile à faire passer. Non, mais la question ne se pose pas en termes de droit ou de pas droit, elle se pose en question d'assertion. On ne mettra jamais de côté une surélévation si on considère qu'elle s'insère bien dans le tissu urbain. C'est vraiment ça qu'on regardera en premier. Voilà, donc... Après, par rapport à la réaction de la population, aujourd'hui, c'est un projet qui est en phase APD. On commence tout juste à communiquer sur les visuels, puisqu'on attendait des validations pour aller beaucoup plus loin. Donc on ne peut pas vous dire effectivement précisément comment la population a agi. Toujours est-il que donc c'est déjà des visuels qui ont fait l'objet de publications au sein de la revue Place Publique, et on a eu des bons retours. Voilà. Merci beaucoup.